Bonjour Houssen, tu es fondateur et CEO d'Odol Consulting, un cabinet d'expertise comptable orienté vers les acteurs du Web3. Est-ce que tu pourrais dans un premier temps te présenter ton parcours et raconter ton intérêt, comment ton intérêt pour la blockchain est venu, s'il te plaît? Ça marche. Bah, déjà, merci Pierre pour m'avoir reçu. Pour me présenter rapidement, en fait, bah, du coup, Houssen Issouf Ali, j'ai 10 ans de comptabilité derrière moi. En fait, je suis expert comptable. J'ai été récemment diplômé et j'ai créé cette année Odol Consulting qui accompagne essentiellement aujourd'hui en fait des acteurs du Web3. Donc des sociétés qui sont dans la partie Web3, enfin qui développent des protocoles DeFi, des sociétés qui lancent des drops de NFT. Tu as aussi des freelances qui bossent pour des DAO, etc., etc. En fait, comment moi je suis arrivé dans tout ça, c'est en 2017, j'ai commencé un peu en plein boom des ICO. J'ai commencé à investir à titre personnel, à spéculer, à perdre beaucoup d'argent aussi. Et en même temps, en fait, à ce moment-là, je cherchais un sujet dans le cadre, en fait, justement, pour passer mon diplôme d'expert comptable. Et en fait, je voulais absolument traiter d'un sujet autour de l'innovation et je pensais que la blockchain pouvait bien faire ce sujet-là. Et en fait, de fil en aiguille, j'ai beaucoup investigué sur les ICO, ensuite le Lightning Network, sur le protocole, enfin sur la blockchain Bitcoin. Et ensuite, je suis arrivé sur la DeFi. C'est quelque chose qui m'a beaucoup parlé à titre personnel. Étant originaire en fait de Madagascar, je n'avais pas en fait, et c'est toujours le cas aujourd'hui, hein, je n'avais pas accès en fait aux mêmes services financiers que les Occidentaux. Emprunter à n'importe quel moment, acheter des actions, etc. Enfin, c'est des choses plutôt relativement simples en France ou un peu dans les autres pays de l'Union européenne, mais ce n'était pas du tout le cas à Madagascar et même dans plein de pays d'Afrique. C'est quelque chose qui m'a beaucoup parlé. Et c'est comme ça que j'ai traité le sujet de la DeFi avec la casquette d'expert comptable. Et en gros, le thème, c'était comment l'expert comptable peut accompagner un investisseur à investir de la trésor en DeFi. Donc, j'ai mis en place une méthodologie pour mes confrères et consoeurs. Donc voilà. Super, très intéressant. Effectivement, bah, Madagascar fait aussi partie des pays malheureusement qui n'ont pas accès à tous ces systèmes-là d'inclusion financière qui permet aujourd'hui la DeFi. Alors aujourd'hui avec toutes ces complexités en termes d'adoption, en termes d'utilisation, mais bon, ça arrive. Alors donc là, on va vraiment parler exclusivement d'expertise comptable et des problématiques et des enjeux comptables en entreprise, pour les entreprises, on va dire Web3, parce que bon, bah, il y a déjà beaucoup de flou juridique, comme on le sait aujourd'hui à travers les nombreux produits technologiques qui arrivent. Donc derrière, il y a évidemment des problématiques et des gros enjeux comptables pour les entreprises. Est-ce que tu peux dresser un petit peu voilà, les clients, les cas d'usage principaux, les problématiques principales sur lesquelles il faut regarder pour pouvoir être clean vis-à-vis de l'administration fiscale? D'accord, ça marche. Ouais. C'est une question assez vague et en fait, il y a tellement de problématiques et pas forcément les réponses en face, mais ce qui est normal aussi. Enfin, la réglementation ne peut pas suivre forcément la technologie. Aujourd'hui, en fait, juste pour te donner un peu un état des lieux de ce qui existe, tu as l'autorité des normes comptables qui a publié en fait toute une partie en fait sur la comptabilité de comment traiter aujourd'hui les ICO. Et ça date de 2019. En fait, il y a des nouveaux comptes qui ont été mis en place en 2020 sur les jetons, etc. Mais tout ce qui est relatif aux ICO, enfin, les ICO ont été traités, pardon, mais tout ce qui est relatif à la DeFi, les NFT, les métavers, le stacking, les airdrops et tout ça, c'est pas traité aujourd'hui comptablement. Pour te dresser un peu un overview de ce que moi je vois, typiquement, je vais commencer par en fait les acteurs Web 2, si je peux dire ça comme ça. En fait, il y a de plus en plus de sociétés qui viennent me voir et qui veulent placer en fait de la trésorerie en crypto, ils font face en fait à diverses problématiques. Les premiers, c'est autour de la crypto comptabilité. Aujourd'hui, en fait, comme tu n'as pas vraiment de compte comptable et même avoir des comptes comptables sur les cryptos, c'est compliqué parce que en fait, en fonction de ton activité, en fonction de ce que tu comptes faire de tes cryptos, tu as la comptabilisation qui est différente. Ce n'est pas le cas, par exemple, pour je ne sais pas, des dépenses classiques, j'ai envie de te dire. Si je prends le cas d'un trader qui est censé acheter et vendre sur un laps de temps assez court des cryptos, ça ne se comptabilise pas de la même manière que ce soit en actif ou en compte de résultat, ces cryptos-là. Tu as ensuite ceux qui investissent justement de la trésorerie
qui veulent acheter, je ne sais pas, du Bitcoin à long terme, qui placent, tu as une comptabilité qui est différente pour ça. Et tu as ceux qui achètent en fait juste de la crypto pour pouvoir payer leurs clients, enfin pour pouvoir recevoir, pardon, des cryptos de leurs clients ou pour pouvoir payer leurs fournisseurs. Bah, ça, typiquement, c'est aussi une compta qui est différente. Donc, tu vois, rien qu'avec ce cas de figure assez simple, tu as différents cas, enfin, tu as différentes possibilités en termes de comptabilisation. Ensuite, tu as toute la partie NFT. Ça, c'est c'est un des parties les plus complexes. Aujourd'hui, au niveau des NFT, on est incapable de dire bah, est-ce que c'est de l'actif, est-ce que c'est du compte de résultat, quelle fiscalité appliquée. Par exemple, pour te donner un peu des cas d'exemple, on a les cas d'exemple des Member Pass qu'on voit assez régulièrement en ce moment. La semaine dernière, il y en a eu un, si je ne dis pas de bêtises, concernant The Big Well, qui offrait un Member Pass à vie. Avis. À ceux à vie, ouais, à vie à ceux qui achetaient bah, du coup enfin avis au service, en fait, à accéder à vie au service de The Big Well. Mais The Big Well, en fait, tu as plusieurs problématiques du côté de l'acheteur. Est-ce que tu mets ça à l'actif ou bah, c'est juste des services et du coup, tu mets, par exemple, comme ça te donne typiquement un des premiers accès que The Big Well donne, c'est un accès à leur Discord, à leur magazine, etc. Et tout. Est-ce que ça ne se mettrait pas en compte de résultat? Ça, c'est un premier point. Du côté bah, de The Big Well, je ne sais pas comment tu fais pour comptabiliser en fait un revenu à vie. D'habitude, tu peux avoir des revenus sur plusieurs années, et donc en fait, tu passes des cut-offs pour pouvoir proratiser en fait les revenus par année. Mais là, c'est à vie. Et du coup, en fait, je reprends un peu une expression qui a été citée sur LinkedIn par un avocat, mais c'est sur la vie de qui en fait? De la société, de l'acheteur, des personnes, enfin des fondateurs de la société. Donc, cas très complexe aussi à gérer. Tu as aussi toute cette problématique en matière de fiscalité. Tu as souvent des acheteurs en face de toi quand tu fais des drops d'NFT qui ne passent pas par des solutions centralisées. Tu te retrouves avec une liste de wallets, mais tu ne sais pas derrière le wallet qui sont les personnes. Est-ce Qui qu'ils est sont là, en quoi. France? Ils sont mineurs, majeurs? Est-ce qu'ils sont à l'étranger? Et du coup, tu Et te le retrouves TVA. voilà, avec des problématiques de TVA parce que tu ne sais pas. Bah, déjà, en fait, une des problématiques, c'est quelle TVA appliquer. Enfin, l'administration ne s'est pas prononcée sur si c'est un taux à 5,5, si c'est un taux à 10, si c'est un taux à 20%. Et en fait, pourquoi j'appliquerai aussi de la TVA? Qui me dit que mon acheteur n'est pas à l'étranger? Et en face, on a de l'administration fiscale qui est un peu absente parce qu'en même temps, eux-mêmes, ils n'ont pas la Ils ne réponse. savent pas. Voilà, on ne sait pas. Donc, Voilà. la traduction comptable des NFT, aujourd'hui, ça fait partie des grosses problématiques parce que tout ce qui va être token, alors il y a aussi des subtilités qui viennent avec les tokens, mais c'est quand même déjà beaucoup mieux cadré. Le NFT, ça présente une problématique particulière. Aujourd'hui, bah, vu le boom qu'il y a eu depuis Et ouais, qui est 2020-2021 autour récent. des NFT, ouais, qui est récent, c'est un des gros sujets parce que en fait, tu peux tout et avoir n'importe quoi en fait derrière le mot NFT. Tu peux avoir, bah, comme je citais, en fait, des services, bah, de l'œuvre d'art. Enfin, bon, aujourd'hui, à la définition que donnent les différentes instances de l'œuvre d'art, je ne suis pas sûr. En tout cas, moi, je ne suis pas capable de définir euh, une œuvre numérique d'œuvre d'art. Ça, c'est après, ce n'est que mon avis. Bah, ça peut être du coup considéré comme une œuvre d'art, un bien meuble incorporel. Ça peut être, enfin, tu as plein de choses derrière. Mais du coup, moi, enfin, en général, ce que je fais avec les clients, c'est bah, quels sont les droits que donne ce NFT. En fait, pour moi, c'est un certificat numérique. Mais derrière, ce certificat numérique, en gros, une preuve sur la blockchain, mais elle donne droit à quoi en fait. Et du coup, c'est comme ça qu'on essaie de déterminer bah, du côté de l'acheteur, mais aussi du côté de vendeur, celui qui fait le drop de NFT, bah, comment on va le traiter. Parce que j'ai également des clients en fait, qui font des drops de NFT juste pour lever, enfin, c'est une façon déguisée de lever des fonds. Mais du coup, ça ne va pas être traité de la même manière. Bah, le NFT, ça veut tout et rien dire. Donc voilà. Mais en fait, j'imagine que pour toutes ces nouvelles problématiques qui arrivent et qui font face donc d'un côté enfin, aux experts comptables, aux avocats ou autres, qui sont remontés à l'administration fiscale, comment elle
réussi à suivre? Comment tu le sens? Parce que du coup, tu es aussi en discussion avec eux. Comment eux ressentent un petit peu ça, avec toutes ces complexités qui arrivent à une vitesse incroyable, où il y a une nécessité de former, eux, leurs salariés, leurs employés par rapport à ces nouvelles complexités-là? Quel est leur discours par rapport à ça? Tu as 2 types de discours. Bah, le premier qui est assez simple, bah, ils répondent pas. Moi, j'ai envoyé plusieurs rescrits, sur lesquels j'ai pas eu de réponse et quand j'essaie de relancer, quand j'essaie d'avoir quelqu'un en face, c'est souvent, bah, c'est remonté à la direction générale et ça s'arrête là et d'autres qui essayent, de rentrer un peu, de se pencher sur le sujet, mais c'est encore une fois très compliqué parce que, par exemple, je reprends, on cite pas mal les NFT parce que c'est vraiment tendancieux actuellement, mais c'est pas traité juridiquement. Donc, sur quelle base ils vont proposer une fiscalité? Sur quelle base? Bah, même l'autorité des normes comptables, c'est ce qu'ils disaient en fait, à la dernière réunion qui a eu lieu avec l'association sur le développement des actifs numériques, l'ADEME. Bah, en fait, il y a pas de définition, donc sur quelle base on peut vous proposer des comptes comptables? Heu, Ouais, donc en fait, c'est assez, compliqué, mais c'est des choses qui vont arriver. En fait, je pense que l'une des étapes, c'est d'abord définir, donner un cadre juridique aux NFT. Ça, c'est pour moi la première chose et ensuite arrivera, la fiscalité et la comptabilité derrière, relatif à ces NFT et même au niveau de la fiscalité, ça ne se traite pas de la même manière, que, quand tu es en entreprise de quand tu es, en tant que particulier. Tu vois, j'aimerais également citer, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais, heu, j'aimerais citer une des différences entre les particuliers et les entreprises, c'est au niveau, des swaps, crypto, à crypto. Aujourd'hui, en tant que particulier, quand tu fais des swaps crypto à crypto, bah, pas de fiscalité. C'est une neutralité, une spécificité de la France par rapport à ça. En entreprise, c'est quelque chose en fait, chaque mouvement, chaque transaction, de crypto à crypto est fiscalisée. Tu aurais pu acheter, de l'USDC, donc un stablecoin et même pas, une monnaie volatile, au 1er juin qui valait, X, ça a pris 20 en quelques mois. Et si jamais tu as swappé ce stablecoin, hein, encore une fois, j'insiste là-dessus, qui est censé être stable, bah, tu es fiscalisé dessus. Et donc, qui dit fiscalité, enfin, qui dit imposé, bah, ça passera. Enfin, supposons que tu as acheté pour 1 € et que tu as vendu pour 1,20 € ton USDC, bah, tu as les 20 qui passent en compte de résultat et donc tu paieras de l'impôt sur les sociétés dessus, en fait, tout simplement. Voilà. ouais, Et donc, ouais, ça, c'est ouais. une grosse C'est fou. différence particulier vs entreprise. Pour le coup, oui, là, en l'occurrence, nous, on a la chance de pas être taxé sur ces swaps, crypto à ce En tant jour et que j'espère que particulier, ça voilà. ouais, en tant que Mais particulier, mais après, ça a ses avantages et ses inconvénients. Attention, la la formule, qui est utilisée pour les particuliers, elle est vraiment très complexe, hein. Heureusement qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de services qui automatisent les calculs, mais c'est parce que sinon c'est une usine à gaz, hein. Ça ouais, devient très vite une usine à gaz, en ouais. justement, j'allais arriver un petit peu là-dessus parce que pour la fiscalité, enfin, moi, j'ai fait ma déclaration des impôts et avec, tous les nouveaux produits de placement, sur la DeFi, qui sont, extrêmement complexes. Alors, in fine, oui, nous, on voit tout ça simplifié, mais, dans les coulisses, c'est assez complexe. Là, le traitement fiscal, il est extrêmement compliqué. Enfin, ça a été vraiment la croix et la bannière pour pouvoir, faire quelque chose de propre et encore, hein, c'est de faire un maximum, pour le faire correctement. Mais derrière, que ce soit pour la fiscalité ou la comptabilité? Est-ce qu'il y a des outils, parce que pour moi, en l'occurrence, à ce jour, côté fiscalité, pour moi, c'est pas encore performant et je jette la pierre à personne parce que c'est complexe et de toute façon, si c'est complexe pour les entreprises, enfin les boîtes d'avocats ou de fiscalité, ça le sera de la même manière, pour l'administration fiscale. Est-ce qu'il y a des outils, qui se développent aussi comptablement pour pouvoir, tracer, aller chercher, puis faire quelque chose de propre et ne pas le faire à la mano, quoi? Ça se développe. Il y a beaucoup de choses à faire, encore pour être tout à fait transparent. En fait, il y a une boîte, dont le fondateur il est français, mais la boîte, elle est à l'étranger. Ça fait quelques années qu'ils développent, qui s'appelle Crypsio. Ils ont beaucoup avancé, sur le sujet de la compta, des reporting et cetera, mais eux, leur cœur de cible ne sont pas, les clients français. Donc on doit se débrouiller avec l'outil. Pour moi, c'est, je pense, l'outil, le plus avancé sur le marché aujourd'hui.
Mais après, côté français, tu as 2 outils qui ont été développés récemment, dont un par un expert comptable. Enfin, 2 experts comptables sur le sujet qui s'appelle Crypto Accounting et le second qui est fait par un avocat et des développeurs qui s'appelle Compta Crypto. Mais encore une fois, ça répondra jamais à tous les besoins des clients parce que eux, ils développent sur la base d'une compta qui doit être définie. Le problème, c'est que comme on disait un peu tout à l'heure, bah, la DeFi, on ne sait pas comment la comptabiliser. Les NFT, on ne sait pas comment les comptabiliser. Donc, même si eux, ils sortent des outils pour automatiser tout ça, mais quel compte ils vont développer, enfin, ils vont programmer pour pouvoir Avec des automatiser ça, parce hypothèses, qu'on n'a pas en face des le comptes, cadre juridique. voilà, le cadre juridique. Mais c'est quelque chose qui est, voilà, qui est en cours, qui avance et je pense que ça va pas mal aider les confrères aussi à prendre la main sur le sujet parce qu'aujourd'hui, moi, j'ai beaucoup de clients qui viennent me voir, qui me disent, bah, en fait, l'expert comptable ne veut pas que j'investisse en crypto. T'as la partie sceptique, ça je peux comprendre, mais tu as aussi la partie, bah, parce qu'ils ne savent pas gérer la crypto-comptabilité. Et c'est quelque chose qui est très complexe, hein, en fait. C'est pas à la portée de tout le monde. On n'est pas forcément mieux rémunéré pour ça. Et pourtant, en face, on a pas mal de diligence en plus à faire. Et bah, du coup, pour ça, en fait, c'est pour ces raisons-là qu'ils refusent que les clients en fait fassent de la crypto alors qu'ils disent bah, allez voir quelqu'un qui savent le faire parce que ça devient très complexe. Et ouais. Il y a un cas, il n'y a pas très longtemps, hein, ça n'avait, enfin, il y a quelqu'un qui m'a appelé pour me dire en fait qui avait une boîte dans le ménage, je crois, si je dis pas de bêtises, et qui m'explique en fait qu'il a acheté quelques cryptos et qu'il était en train de faire son bilan et enfin, que son comptable ne savait pas gérer et comment je pouvais l'aider. Donc je lui dis, bah, qu'est-ce que vous appelez quelques cryptos? Il a insisté, oui, non, c'est quelques transactions, machin, etc. Et tout. Je lui dis, envoyez-moi vos transactions et j'analyse un peu la situation. Et après, bah, je vais vous dire ce qu'on peut faire ensemble, etc. Sachant qu'il y avait une deadline, il m'a contacté là, il y a même pas une quinzaine de jours pour un bilan qui devait être fait au 30 septembre. Donc déjà, la date était dépassée. Et ce qui s'est passé, c'est que quand il m'a envoyé, il y avait plus de 700 transactions. Donc juste d'achat-vente, on ne savait même plus quelle était l'activité principale de la société. Est-ce que le dirigeant en question a commencé à devenir un trader ou en fait, bah non, en fait, il a juste un peu abusé de la trésor de sa boîte pour pouvoir faire du trading sur ces cryptos-là. Donc voilà, Ouais. c'est assez complexe à gérer et c'est vraiment du cas par cas. Ouais, je vais changer un petit peu de sujet pour savoir un peu le profil de client qui vient te voir, parce que ça reflète aussi le type de taille d'entreprise ou de domaine qui s'intéresse en termes d'arbitrage, de trésorerie à mettre partiellement en crypto, par exemple. Est-ce que ça va être plus des TPE, des PME, des boîtes un petit peu plus grosses? Et si tu peux donner aussi des narratifs de domaine, s'il te plaît. Alors moi, je cible essentiellement des TPE-PME de mon côté. Donc, tu as d'autres confrères qui traitent des grosses structures actuellement. Euh, et après, tu as diverses problématiques derrière. Hein. Donc, en fonction de la taille, enfin, en TPE en général, tu as un associé, bon, tu n'as pas trop de problématiques dans le sens où bah, c'est lui qui va gérer son wallet, ou etc. Mais quand tu as plusieurs associés, tu peux avoir cette problématique de bah, qui va gérer le wallet. Euh, Plusieurs signatures, à partir de quel montant est-ce qu'on peut attribuer ça au comptable ou au directeur financier quand tu es déjà dans le cadre d'une PME. Quid de comment on va gérer les problèmes s'il y a un problème entre associés, mais aussi vis-à-vis du salarié qui est absent, qui est en maladie, qui est en longue maladie. Donc c'est en fait après c'est des process qui sont un peu classiques hein, du monde classique, j'ai envie de te dire, dans le sens où bah, quand tu as plusieurs comptes bancaires ou même quand tu as un compte bancaire, on va te donner la signature à qui va signer les chèques, qui va faire les virements, etc. Donc c'est un peu les... Sauf que là, tu te retrouves des fois avec des problématiques euh, De au niveau multisig, du de... wallet. Voilà. Sauf que le problème ici, c'est que, en fait, souvent en face, tu es dans un monde décentralisé, c'est-à-dire que tu n'as pas vraiment de SAV. Bon, quand tu as un Kraken Pro ou un Binance Pro, tu peux encore résoudre. Mais quand tu as que des MetaMask ou des Ledger à gérer, bah, s'il y a un souci, ça devient vite compliqué en fait de résoudre ces soucis-là parce que tu n'as pas le SAV pour récupérer si le Bitcoin était envoyé à tort. Donc voilà. Ok.
on va arriver sur la fin de l'interview. Houssem, moi, pour la fin, est-ce que tu aurais alors pour les entreprises, hein, j'entends bien, pas pour les particuliers, mais pour les entreprises, est-ce que tu aurais des conseils importants en fonction de ce qu'ils font? Alors, il y a Web 2 et industrie qui commencent à basculer doucement dans cet univers-là. Et puis, tu as aussi les Web 3 natifs qui font ça au quotidien. Est-ce que, de manière et d'un point de vue expert comptable, tu as des conseils, des préconisations si ce n'est que d'aller voir un bon expert comptable pour être sûr. Alors non, je ne suis pas assez légitime pour donner des conseils, mais en termes de recommandations, en fait, au niveau des Web 2 qui font de la transition Web 3 ou qui essaient du Web 3, entourez-vous des bons professionnels, hein, et je ne parle pas que des experts comptables qui sont spécialisés en crypto, mais tu as des fiscalistes, tu as des avocats et d'autres professions qui maîtrisent bien ces sujets-là. Donc entourez-vous des bonnes personnes. Et pour les personnes qui se lancent enfin, qui font du Web3 ou qui se lancent dans le Web3, là, je vois encore pas mal de sociétés, enfin, des jeunes, il y a pas vraiment de sociétés hein, qui lancent un business et qui réfléchissent après à bah, comment on va structurer la chose. Moi, j'ai eu des personnes en plein bulle qui ont lancé des marketplaces de NFT qui ont eu plusieurs millions et maintenant qui se retrouvent avec des problématiques de cash out. Bah, ils ne savent pas comment cash out parce qu'ils vont être fiscalisés à fond à titre personnel, mais comment on va gérer aussi parce que le wallet ou les wallets appartiennent à qui? Parce qu'on n'a pas forcément, quand ils sont plusieurs associés, encore une fois, je reprenais l'exemple d'avant, bah, qui va prendre en main bah, la fiscalité à titre perso ou alors à pro, mais comment on va gérer? Donc en fait, j'ai envie de dire, quand vous lancez, quand vous faites un, bon, c'est vrai que c'est difficile administrativement de lancer une boîte, on ne sait pas si ça a marché, etc. Mais au moins avoir les bonnes ressources, se poser les bonnes questions en amont, que plutôt se retrouver avec des millions et ne pas savoir bah, comment on va être fiscalisé ou comment on va gérer ça. En fait. Donc ça, c'est un peu les recommandations que j'ai à donner à mon humble niveau, en fait. Ouais, ouais, non, mais c'est vachement bien justement d'avoir cette démarche intellectuelle, de l'avoir vraiment en amont de lancer les projets, que ce soit comptablement, fiscalement, et de s'entourer des bonnes personnes parce que effectivement, c'est pas quand on a fait plusieurs centaines de milliers, voire de millions qu'après la problématique se pose et ça complexifie un petit peu tout ça. Et ben, je te remercie pour ton partage, Oussem. Merci à toi, Pierre. À bientôt. Ciao.